Salut, c'est Stéphane, je vais vous présenter CAD Transform 2. Vous l'activez dans la barre d'outils, il se trouve ici et sur le panneau droite. Alternativement, on peut encore le retrouver ici, une fois qu'il est actif. Lorsque vous effectuez une opération de déplacement, de transformation, vous allez, avec le panneau de droite affiché, vous allez avoir ce genre de problème, où effectivement, en dessous du panneau, la zone n'est plus active. C'est la seule façon de pouvoir effectivement accéder à cette partie de l'interface. Et en fait, vous pouvez la masquer pour aller plus loin. Mais la zone qui est sur le panneau et en dessous ne fonctionne pas. De la même manière, dès que vous êtes sur cette barre, plus rien ne se passe. Dans CAD Transform, par défaut, vous avez les tooltips qui sont activés. En gros, ça vous explique un petit peu ce que vous pouvez faire, quelles opérations vous pouvez faire à chaque état de la transformation. Transform, pique la destination, vous avez toutes les options. Il est parfaitement possible de le désactiver à n'importe quel moment et de le réactiver. Pour les transformations rapides, au clavier, je sélectionne mon objet, G pour déplacer, je donne un axe Y, 1 pour 1 mètre, valider avec Enter. Une rotation R, je donne de nouveau un axe, X, 45 degrés, entrée pour valider, échelle S, 2, le facteur, et entrée pour valider. Il est possible de restreindre le mouvement des objets en utilisant les touches X, Y, Z, pour le restreindre sur un axe, ou Shift et l'axe opposé pour restreindre sur un plan. On peut utiliser la touche tabulateur pour changer le système de coordonnées. Ici j'ai un système de coordonnées monde, et là j'ai un système de coordonnées local. Le troisième système de coordonnées étant un système de coordonnées arbitraire, déterminé par l'utilisateur. Si je déplaçais chaque objet en suivant sa propre direction, ici je les déplace tous dans une direction globale, mais je peux activer cela, et je les bouge chacun en fonction de l'axe Y propre à chaque objet. J'utilise pour ça les origines individuelles. Je peux affecter seulement le point de pivot, toujours chacun pour soi. Je le déplace en Z de manière à ce qu'il soit au fond de la boîte englobante, et je retrouve les trois objets avec le point de pivot replacé. Il ne faut pas oublier de les désactiver après. Je peux déplacer les objets le long d'un segment, c'est-à-dire je prends cet objet, je prends ici un point de départ, je viens sur mon segment, et j'entre une valeur au clavier, 4 mètres. Je me retrouve avec mon objet qui est effectivement placé à 4 mètres depuis le point de départ du segment. En mode édition, ça va me permettre de déplacer ce sommet. Je vais le prendre comme ça. Je viens sur le segment proche du point opposé, et je rentre une longueur au clavier, 4 mètres. Et voilà, j'ai mon segment ici qui va faire exactement 4 mètres. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui va vous permettre de nouveau, je donne une longueur à ce mur, à partir du point de départ, donc je place ma souris proche du point de départ, et je rentre une longueur 5,50 m. De la même manière, je pourrais le faire avec une face pour donner l'épaisseur de mon mur. Je viens ici, je lui dis 20 cm, et c'est fait. Je peux également déplacer cette face, donc le point de l'ouverture. Je vais venir le long de ce segment, mais par contre, je vais le contraindre sur l'axe des X, de manière à ce qu'il bouge horizontalement uniquement, et je peux ensuite lui dire à 1 mètre. Donc mon ouverture va commencer à 1 mètre à partir du bord du mur. Je peux me déplacer entre ces deux points, mais d'une longueur précise, c'est-à-dire 2,50 m. C'est 2,50 m entre le point de départ et le point d'arrivée, à partir du point de départ dans cette direction. Je peux déplacer en utilisant la direction d'une ligne. Pour ce faire, je viens sur le segment ou sur la ligne qui m'intéresse.
je vais entrer une valeur au clavier, 2 mètres, et l'objet va se déplacer de 2 mètres dans la direction de cette ligne. Je veux rendre cette ligne perpendiculaire au mur, à partir de ce point. Je rentre en mode édition, je sélectionne mon sommet. Je vais activer le mode snap sur les éléments isolés, c'est-à-dire sur les sommets et les arêtes qui n'ont pas de face. Et je lance mon opérateur. Je commence par sélectionner ce segment en utilisant la touche Shift et je sélectionne ici mon point, le point à partir duquel je veux lancer ma perpendiculaire. Je vois ici apparaître une ligne d'aperçu qui me permet de valider le résultat. J'utilise la touche H pour créer un assistant qui lui sera snappable et je lance enfin ma transformation en utilisant ce sommet que j'amène sur l'élément snappable. Maintenant, je pourrais déplacer cette face. Je vais utiliser ici une contrainte rapide en utilisant la touche C. Donc je mets en surbrillance un sommet. On voit que mon système de coordonnées vient s'aligner avec l'axe des Z du système de coordonnées vient s'aligner avec le segment. Je contrains mon mouvement sur l'axe des Z de cette manière et je viens ensuite sur ce sommet. De cette façon, j'ai déplacé mes faces à la perpendiculaire de ce sommet. Je veux déplacer cette boîte de manière à ce qu'elle se trouve sur l'intersection entre ces deux murs. Pour ce faire, je lance mon opérateur de déplacement. Avec la touche Shift, je sélectionne les deux segments et j'obtiens ici un point d'intersection. Le point bleu, c'est la moyenne, le médian. J'appuie sur la touche H pour obtenir un assistant, un point snappable, et je peux ensuite déplacer ma boîte précisément à l'intersection. Je pourrais déplacer ce mur de manière à ce qu'il vienne se mettre dans l'intersection de l'autre. Pour ce faire, j'utilise la touche X pour le contraindre son mouvement le long des X, et ensuite je le déplace à l'intersection entre le plan formé par cette face et l'axe des X, ou entre les deux lignes. Et mon mur est venu parfaitement s'aligner avec l'autre. Je vais déplacer cet objet en direction du toit. Je lance mon opérateur, je fixe une contrainte rapide. Je limite son déplacement le long de l'axe des Z, et je l'amène sur la face. Je viens en mode édition, je sélectionne ces deux sommets. Je vais les déplacer toujours le long de cet axe grâce à une contrainte rapide. Je limite leur déplacement sur l'axe des Z. Et je les place à l'intersection avec la face. En mode édition, je peux projeter les sommets le long d'un axe. Je vais contraindre le long de l'axe des X et je vais projeter ces sommets sur cette face. Je peux faire la même chose de ce côté. Je contrains toujours sur l'axe des X et je projette sur cette face et j'obtiens quelque chose de parfait. On peut imaginer de projeter le fond de la cheminée. Donc je contrains le long de l'axe des Z. Toujours en mode édition, ça va aussi fonctionner avec des courbes. Donc je peux projeter cette courbe sur le toit. De la même manière, j'ai ces trois sommets. Ici, je vais utiliser une contrainte rapide, c'est-à-dire je limite le long de l'axe des Z, je prends ce sommet et je l'amène sur la face. J'ai les trois sommets qui ont été projetés individuellement. Je pourrais, pas oublier de le désactiver, je vais déplacer ces trois sommets le long de cette arête, de manière à ce que l'arête fasse 2 mètres. Et voilà ma petite lucarne qui est faite. La correction des attributs de face, si je déplace cet objet, je vais activer Correct Face Attribute. Je vais le déplacer
en maintenant sur un plan XY, j'amène ce sommet ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il va maintenir, il va recalculer les coordonnées de texture de manière à ce que la texture reste exactement en place. Aligner sur la normale. Donc j'active l'option d'aligner. Je prends cet objet et je le déplace. Ce que l'on voit, c'est que l'axe des X va venir horizontal, strictement horizontal, l'axe des Y va s'aligner avec la pente, et l'axe des Z sera exactement perpendiculaire avec la face. Si je veux choisir un autre axe d'alignement, je vais utiliser Alt-C, je place mon point ici, je place l'axe des X, et je me retrouve avec quelque chose où effectivement l'axe des X vient se mettre horizontalement et l'axe des Y vient se mettre verticalement. Pour les rotations, je vais commencer par placer mon point de pivot, comme vous voyez, et puis ensuite je choisis un point de départ et un point d'arrivée. Je peux changer d'axe à n'importe quel moment. La rotation supporte l'option seulement les positions, c'est-à-dire ça permet de répartir un objet le long de l'axe sans modifier son orientation. Donc avec l'option active, on voit que ça se répartit comme ça, et si je désactive l'option, on voit que l'objet tourne effectivement. Pour faire une rotation de manière à ce que cet objet devienne perpendiculaire à l'autre, ou parallèle, je commence par placer mon point de pivot. Je vais placer une grille personnalisée et je vais l'aligner à mon autre objet. De cette manière. Je vais ensuite la déplacer sur mon point d'origine. Puis je vais démarrer ma rotation. Je réaffiche ma grille et je peux venir ici perpendiculaire, ou si je viens sur l'autre axe, ça va devenir parallèle. La rotation supporte les origines individuelles. Si je tourne comme ça, par défaut, c'est tous les objets qui tournent autour du même point de pivot. Si j'active les origines individuelles, chaque objet va tourner autour de son propre système de coordonnées. Pour les opérations d'échelle, je commence aussi par placer un point de référence. Je vais sur le point opposé. Puis je peux dimensionner mon objet, soit de manière complètement libre, soit je peux contraindre effectivement sur une dimension, en choisissant un axe, sur une deuxième dimension, en choisissant un plan. L'échelle peut supporter une échelle uniforme, c'est-à-dire en maintenant la touche Alt, mon objet se dimensionne sur les trois axes en même temps, de manière uniforme. L'opérateur d'échelle peut soit fonctionner sur un facteur, c'est-à-dire 20% de la taille de l'objet original, soit sur une dimension absolue. Pour passer en mode dimension absolue, il suffit d'entrer une unité. Donc là j'ai 0,2, je mets mètre, et j'obtiens un objet qui fait effectivement 20 cm. Je peux le faire sur le troisième axe, sur l'axe des Z. Je veux quelque chose qui fasse 5 mètres. Je vais utiliser cet objet pour créer une cloison entre ces deux murs. Je vais donc utiliser un alignement, L. Je place mon pivot et ensuite je déplace mon objet, puis je l'oriente. Et enfin j'utilise une échelle. Je place mon point d'origine. Le point final, je viens sur le segment et je lui donne l'épaisseur, c'est-à-dire 20 cm. CAD Transform permet de prendre des mesures. Pour ça, il suffit de lancer l'opérateur sans aucun objet sélectionné ni actif. Et à ce moment-là, je peux prendre une distance. Je peux calculer la surface et deux distances.
Ces opérations supportent des systèmes de coordonnées complètement arbitraires, c'est-à-dire je peux orienter mon système et prendre la mesure de cette façon. Je peux calculer l'angle qu'il y a entre ces deux points. CAD-Transform fournit un outil d'alignement interactif qui est un alignement par 3 points. Il se lance avec la touche L. Je choisis donc un point de départ et deux autres points. Un qui va donner l'orientation de l'axe des X et le deuxième qui donnera l'orientation de l'axe des Y. Il s'agit simplement de déterminer l'orientation. Je peux ensuite utiliser n'importe quel point comme origine pour mon déplacement. En l'occurrence, je vais utiliser celui-ci. Il va conserver l'orientation que je lui ai donnée au départ, qui était basée sur la boîte englobante. Je vais ensuite pouvoir le placer sur cet objet. Je vais le placer là sur le centre de la face. Je vais ensuite orienter l'axe des X en utilisant le milieu du segment. Et je vais ensuite utiliser l'axe des Y en utilisant le milieu du segment. De cette façon, j'ai placé mon objet précisément à l'axe de la face et en utilisant les deux directions. En résumé, c'est véritablement un align par 3 points, c'est-à-dire je choisis un premier point, un deuxième point et un troisième point. Je place le premier point, le deuxième point et le troisième point sur la face qui m'intéresse. Vous allez souvent être amené à placer un point de pivot. Pour ce faire, le premier pas dans cette opération consiste à placer son origine. Ensuite, on va orienter l'axe des X. En gros, c'est une rotation, mais qui maintient l'axe des Y strictement horizontal. Et la troisième étape consiste à orienter l'axe des Y, qui est en fait une rotation autour de l'axe des X. Ça va vous permettre d'orienter votre système de coordonnées de manière précise en utilisant 3 points. À chaque pas de cette opération, le premier, la position. Le deuxième, vous pouvez rentrer une valeur au clavier, c'est-à-dire par exemple 45 degrés. Enter pour valider. Et ensuite, pour la rotation autour de l'axe des X, on peut aussi rentrer une valeur au clavier, 15. Ou si je veux garder quelque chose d'horizontal, je rentre 0. Et je valide avec Enter. De cette manière, j'ai quelque chose orienté à 45 degrés. À chaque pas de l'opération, si je pense que ma position est correcte ici, je maintiens la touche Shift appuyée et je clique pour valider. De cette façon, l'opération s'arrête là. Je peux imaginer de placer l'origine ici, d'orienter mon X, je suis content avec ça, je Shift et je valide. Puis je passe à l'opération suivante qui va être en l'occurrence ici un déplacement, ou une échelle, ou une rotation, suivant ce que vous avez comme opérateur actif. Une autre méthode pour placer un système de coordonnées consiste à sélectionner une face, utiliser la touche C simplement, et je me retrouve avec mon système de coordonnées placé là-dessus. Je peux également sélectionner une face, mais rajouter un point de manière à lui donner l'origine, et je me retrouve avec un système de coordonnées placé exactement à l'origine. Je peux utiliser un segment, je survole et j'appuie sur C. Je peux utiliser 3 points. Je sélectionne un point, un deuxième et un troisième. Le premier point sera l'origine et j'obtiens quelque chose qui est placé sur ce plan. On peut imaginer de le faire avec une boîte englobante où je sélectionne un point, le deuxième et un troisième. On peut utiliser une ligne
et un point pour orienter l'axe des Z le long de la ligne, mais à partir d'une origine différente. C'est-à-dire, je sélectionne cette ligne, je lui donne ce point, et j'oriente cela. Typiquement, je vais utiliser le survol du segment avec la touche C pour définir des contraintes rapides, c'est-à-dire une contrainte le long d'un segment sur l'axe des Z, qui me permet de déplacer comme ça précisément selon une direction, pour des intersections et des projections. CAD-Transform fournit une grille adaptive complètement interactive. Je peux placer une grille en utilisant Alt-G, le point d'origine, l'orientation de l'axe des X et l'orientation de l'axe des Y. Je vais ensuite pouvoir snapper le long de cette grille. Elle est complètement adaptive, c'est-à-dire que plus je suis proche, plus j'ai accès à des intervalles fins, et plus je suis loin, plus j'ai accès à des intervalles grossiers. Ça vous permet de placer précisément vos objets en fonction de vos besoins. On peut réinitialiser la position de la grille en utilisant toujours Alt-G et Alt-W pour la ramener avec son origine au centre du monde et dans le système de coordonnées du monde. Il est également possible d'utiliser une grille locale, c'est-à-dire une grille qui va s'adapter à l'orientation du système de coordonnées qu'on utilise à partir du point d'origine de la transformation, en utilisant Shift-G. Je vois que ma grille s'est placée le long de l'axe des X, le long de l'axe des Y, et ça me permet de faire un déplacement local sur des intervalles qui sont précis. L'orientation de cette grille locale va dépendre des contraintes, c'est-à-dire que si je veux une grille sur les plans ZX, je vais contraindre en Y, l'axe opposé manquant, et je fais Shift-G, et je me retrouve avec cette grille orientée de cette manière. Si je lui mets l'axe des X, et que je demande Shift-G, je vais avoir une grille orientée sur ZY, et si je mets Z, Shift-G, j'obtiens une grille placée sur le plan XY. Je peux ensuite modifier ma contrainte, ou pas avoir de contrainte du tout, pour placer mon objet précisément le long de cette grille. CAD-Transform vous permet de créer des assistants qui sont des lignes ou des points ou des surfaces virtuelles. On peut imaginer d'avoir besoin d'une ligne entre ces deux points. Donc je sélectionne un point avec Shift, je mets en surbrillance et je clique avec la souris. Lorsque j'ai deux points sélectionnés, il va me faire une ligne entre deux. La couleur violette, c'est un aperçu. Et à partir de là, j'appuie sur la touche H pour obtenir un assistant qui est lui une ligne complètement snappable. Ça peut être utilisé pour calculer des intersections. Je vais par exemple sélectionner cette face, sélectionner cette ligne, et j'obtiens, ici on voit un point à l'intersection de la surface et de la ligne. Je peux ensuite créer un assistant en appuyant sur H, et ça devient complètement snappable. Ça peut être aussi l'intersection entre deux lignes, qui va cette fois se retrouver beaucoup plus loin de ce côté. H, et c'est snappable. Pour éditer les assistants, ou les supprimer, je sélectionne avec Shift, et je clique dessus. Je me retrouve avec deux petites poignées, dans le cas d'une ligne. La première, la petite poignée carrée, me permet de le déplacer, et la petite poignée ronde me permet de l'orienter. Pour les supprimer, Backspace, et pour tous les supprimer, Shift Backspace. Il faut qu'au minimum un des assistants soit sélectionné. Ici on voit au curseur que je suis dans un mode d'édition des assistants. Il faut clic droite pour ressortir de là, et ensuite pouvoir transformer l'objet. Les assistants peuvent aussi être des surfaces. Je vais sélectionner 3 points et je vais créer une surface qui soit coplanaire avec ces 3 points. C'est une surface virtuelle infinie, mais elle est simplement symbolisée par un triangle.
Elle est aussi déplaçable. Shift, je la sélectionne et je déplace. Et orientable en jouant sur les petites poignées. Les éléments qu'on sélectionne. Je sélectionne 2 points, j'en sélectionne un troisième, je m'aperçois que j'ai fait une erreur, je peux backspace pour éliminer les points de la sélection. Il est aussi possible de créer des assistants en utilisant un moyen rapide, c'est-à-dire je viens sur une face et je lui fais créer un assistant qui va à ce moment-là devenir strictement parallèle avec ma face, ou je peux faire la même chose en sélectionnant une arête et en appuyant sur la touche H. Je vais ainsi obtenir un deuxième assistant qui est exactement sur l'arête. Ces assistants supportent les opérations de transformation, c'est-à-dire G, Y 2 mètres, R, Z 45 degrés, et l'échelle S 2. À condition bien entendu d'être en mode assistant, et c'est le dernier assistant sélectionné qui va subir les transformations. Je sélectionne, Shift, Backspace, je les élimine tous, et je vide ma sélection. Les assistants permettent entre autres de créer des grilles personnalisées. Je vais créer ici un assistant sur cette arête. Je vais ensuite le sélectionner. Je vais le déplacer en Y, on va dire de 5 mètres. Et je vais créer plusieurs copies. Pour lancer le mode copie, je peux utiliser flèche haut, flèche bas au clavier, ou la molette de la souris avec la touche CTRL appuyée. Je peux ensuite rentrer un nombre de copies, comme on le voit ici, au clavier. Je veux 5 copies, c'est-à-dire une celle d'origine plus 4 autres. J'appuie Entrée pour confirmer. Je peux ensuite, je sélectionne ici cet assistant, je le tourne en Z de 90 degrés, je vais ensuite le déplacer ici. Ils n'ont pas besoin d'être les uns sur les autres, hein. Un calcul d'intersection se fait de toute façon au-delà des limites de l'assistant. Mais pour la petite histoire, je vais simplement le placer comme cela. Je peux maintenant sélectionner un ensemble d'assistants et lui demander de calculer les intersections avec la touche H. Je vois que les intersections entre cette ligne et toutes les autres ont été calculées. Ça vous permet de fabriquer une grille complètement virtuelle sur des axes arbitraires. Ces assistants survivent le long des sessions de 4 transform. Ce qui veut dire que si je redémarre l'opérateur, je vais les retrouver. Par contre, ils ne vont pas survivre entre les sessions. Si vous fermez Blender et vous le redémarrez, vous n'aurez plus vos assistants. Pour créer comme ça un maillage qui reste entre les sessions, j'utilise la touche M. Et en gros, ce que me fait cette touche M, c'est qu'elle me fabrique une ligne avec les assistants sélectionnés. Donc, j'appuie là sur ma touche M et j'obtiens un assistant maillage, un objet de type maillage, sur lequel je vais pouvoir ensuite snapper. Donc si j'élimine tous mes assistants, je me retrouve quand même avec quelque chose sur lequel je vais pouvoir faire de l'accrochage et qui va survivre entre les sessions de Blender.
Dans cet exemple concret, on va créer des chevrons sur cette surface. Donc je vais commencer par donner une dimension à mes chevrons, qui va être une échelle absolue. Je fixe mon point de départ et mon point d'arrivée. Je lui donne une échelle absolue le long du plan, sur le plan ZY. Donc Shift X, 0,2 mètres. Des chevrons de 20 cm. Ensuite, je vais utiliser un alignement à la normale. Je vais le déplacer. Je vois que mon axe des X, qui va venir horizontal sur le toit, n'est pas dans le bon sens. Donc je replace mon système de coordonnées. En donnant un point, j'oriente mon axe des X, Shift pour valider. Je prends mon chevron et je l'amène ici sur le toit. Je vais ensuite créer des copies. Donc j'utilise la touche déplacer, l'opérateur déplacer. Je vais désactiver l'alignement au normal et je vais utiliser une grille locale. La grille locale, Shift G, par défaut elle va se placer sur l'axe des Z. Si je donne une contrainte, par exemple l'axe des Y, et que je fais créer ma grille, Shift G, elle va en fait s'aligner sur le plan opposé à l'axe que je détermine, c'est-à-dire qu'elle va utiliser le Y comme son haut, et elle va s'aligner sur les deux autres axes. Donc, dans le cas précis, je pourrais faire une contrainte sur l'axe des Z, Shift G, ça me la place à l'horizontale. Si je suis sur l'axe des X, Shift G, ça l'oriente sur le plan YZ. Donc Z, Shift G, pour obtenir ma grille locale. Je vais maintenant le contraindre, mon déplacement en Y. Je m'éloigne un petit peu, de manière à snapper précisément sur les unités. Je vais dire à 10 mètres. À partir de là, je vais créer un certain nombre de copies, donc CTRL et molette de souris ou flèche au bas. Lorsque je crée un certain nombre de copies, par défaut, c'est des copies qui sont des instances. C'est-à-dire que quand je modifie une des copies, ça me les modifie toutes. En l'occurrence, je vais désactiver cela de manière à obtenir des objets différents, qui ne soient pas des instances. Je vais faire créer 11 copies, de manière à ce qu'elles viennent se mettre effectivement tous les mètres, et avec mon objet snappé correctement à 10 mètres, je Enter pour valider. À partir de là, je vais venir en mode d'édition, je vais sélectionner les sommets du bas, je vais utiliser la projection, je vais déplacer mes sommets, j'ai plus besoin de grille à ce stade, je déplace mes sommets le long de l'axe des X en utilisant la projection soit sur la ligne. Si je l'ai fait sur la ligne, j'obtiens quelque chose qui est perpendiculaire à l'axe de déplacement, c'est-à-dire à l'axe des X, ce qui fait qu'ils viennent se mettre comme cela. Si je veux les aligner toujours en X avec la projection, je viens sur la surface, à ce moment-là, ils viennent se redresser. Je peux faire la même chose ici. En X, j'en prends un, je l'amène sur cette surface. Et on peut réaliser le même travail sur le sommet. Enfin, ce côté-là, j'ai oublié quelques sommets sur ma sélection. Pour l'exemple, c'est pas trop grave. Les options d'accrochage, c'est les sommets, les arêtes, les faces, le centre des arêtes, le centre des faces, les origines, les boîtes englobantes,
qui sont symbolisés ici par ces points verts, et les éléments isolés. Les éléments isolés étant des arêtes ou des sommets qui ne sont pas reliés par des faces. C'est cette option. On a aussi l'option grille, où je viens effectivement snapper sur une grille. Il est possible à tout moment de désactiver ou de réactiver ces éléments, simplement en maintenant la touche Shift, presser et naviguer dessus. L'accrochage aux objets isolés doit être activé avant de lancer l'opérateur. On a une option pour accrocher aux instances de collection. Ici, j'ai une collection qui est une instance de celle-ci. L'accrochage à travers les objets, c'est-à-dire que je vais pouvoir snapper sur des points qui sont effectivement derrière mes objets, et le snap sur lui-même, c'est-à-dire lorsque je lance une opération, parfois j'ai besoin de snapper derrière l'objet, donc je vais désactiver de manière à ce que l'objet ne soit plus accrochable et qu'on snappe sur l'objet qui se trouve derrière lui.